Mesdames et messieurs, chers invités, le projet de code des collectivités locales, adopté en Conseil des ministres en juin 2017, je crois, et qui est actuellement en discussion à l'Assemblée, est une indiscutable évolution des droits et libertés des communes et des régions. Elles sont ou elles seront désormais pleinement décentralisées dès la promulgation du Code. Leur initiative est ainsi libérée par la suppression du contrôle de tutelle exercé par les autorités représentant l'administration centrale. De plus, la région va franchir un grand pas puisqu'elle sera désormais, dès la promulgation du Code, sera administrée par un conseil élu au suffrage universel direct et sera présidée par un président élu lui-même, d'abord au suffrage universel direct et ensuite élu par son conseil. Plus qu'un ensemble de techniques administratives et juridiques, la décentralisation est ainsi la reconnaissance par l'État central de la capacité d'une communauté humaine à s'auto-administrer et à gérer librement son destin. Cette communauté peut être la commune, la région ou, à l'échelon supra-régional, le district. Politiquement, c'est évidemment considérable. L'enjeu, et puisque nous sommes dans les journées de l'entreprise, l'enjeu ou la question centrale est-ce que la décentralisation, est-ce que cette autodétermination rendra la commune ou la région capable d'engendrer de la prospérité économique et du bien-être social? Autrement dit encore, ces avancées pourront-elles contribuer à corriger des déséquilibres interrégionaux? Car finalement, c'est cette idée qui a sous-tendu la réforme. C'est, croyons-nous, possible, à condition de respecter peut-être un certain nombre de principes, en particulier celui de la salubrité des finances et celui de la loyauté par rapport aux principes qui ont inspiré le Code. Il est incontestable, s'agissant de la santé financière des collectivités, que la tutelle et le contrôle a priori limitaient ou limitent l'initiative de la collectivité, même si ils garantissent la santé financière relativement ou la bonne gestion de cette collectivité. La tutelle, bien que réduite par la loi de 1975 à certains actes essentiels, reste quand même pesante. Pour les régions, malgré l'évolution faite par la loi de mars 1989 sur les conseils régionaux de développement, la présidence du représentant de l'État et l'élection des membres de ce conseil au second degré constituent quand même ou représentent une certaine timidité. Le nouveau code va libérer l'une et l'autre par la suppression du contrôle a priori et l'instauration d'un contrôle a posteriori par voie juridictionnelle, le fait que les assemblées seront désormais élues au suffrage universel direct et le fait que le président de la région sera désormais élu. Totalement libérés, les deux étages de collectivité peuvent donc jouer un plus grand rôle si elles restent attentives aux dangers du gaspillage et de l'électoralisme. Et ces dangers ne sont pas théoriques. Un grand pays d'Europe méditerranéenne que nous connaissons a un endettement aujourd'hui qui dépasse son endettement national, un endettement qui a égalé et qui a dépassé aujourd'hui son PIB. Son endettement provient essentiellement de l'endettement des collectivités locales de ce pays qu'il a été obligé de garantir et qui plombe ses finances. Deuxièmement, les collectivités locales, donc il faut prendre garde à ça, au gaspillage. Il faut prendre garde également à l'électoralisme, puisque
rien n'empêche une collectivité de consentir des largesses à des associations qu'elle considère pour les prochaines élections ou les réélections, puisque un maire élu ou un président de région élu n'a qu'un seul souci, c'est de se faire réélire, évidemment. Donc, que la région ou la commune nous consente des largesses, par voie de subvention, à des associations qu'elle considère comme d'importants réservoirs électoraux. Il y a un grand pays ami où une région a consenti 30 millions d'euros à une association considérée justement comme étant un important réservoir de voix. Libérée de la tutelle de l'État, la collectivité doit être par conséquent au rendez-vous de son destin et veiller à la salubrité de ses finances et de l'usage qu'elle en fait. Pour réussir et durer, la décentralisation doit se consacrer à l'amélioration de la situation de la collectivité communale ou régionale en vue d'y attirer investissement et progrès. Elle peut le faire par diverses initiatives, en améliorant la mobilité urbaine et interurbaine, et c'est contenu, heureusement, dans le projet de code de collectivité locale, puisqu'elles sont responsables de la mobilité urbaine, de la mobilité interurbaine, de la création d'emplois, de l'ouverture des établissements sur le marché, etc., etc. Mais la décentralisation, pour réussir, doit être aussi loyale. Doit être loyale d'abord vis-à-vis de ses principes fondateurs, qui sont des principes très, très nobles, tels que la libre administration, la gouvernance ouverte, la démocratie participative, la subsidiarité, la redevabilité et bien d'autres encore. Donc c'est un changement total de physionomie de nos collectivités. Il faut qu'elles se trouvent à ce rendez-vous. Celui de la démocratie participative, par exemple, qui est une notion que nous devons à l'Amérique du Sud, puisqu'elle a été testée pour la première fois au milieu des années 80 dans un État brésilien qui est le Rio Grande du Sud, qui est limitrophe de l'Argentine, et où le budget a été d'abord discuté, le budget municipal a d'abord été discuté dans des assemblées citoyennes avant par un mécanisme très précis d'aller et de retour, de montée et de descente entre les assemblées citoyennes et le conseil municipal avant d'être adopté définitivement. Cette idée de démocratie participative, c'est ce qu'on a appelé le retour des caravelles, a été ensuite exportée vers l'Europe occidentale et elle fonctionne dans certaines mairies et je sais qu'avec mon ami il y a quelques années. La démocratie participative est une excellente idée, est une noble idée, mais elle suppose aussi des mécanismes très précis, très perfectionnés, très sophistiqués. Afin de ne pas céder à la tentation de se défausser sur les assemblées citoyennes de questions gênantes, de ne pas engorger les assemblées citoyennes de questions oiseuses et les empêcher de réfléchir sérieusement aux questions qui intéressent la collectivité, et d'éviter les faux fuyants. La gouvernance ouverte, c'est évidemment l'accès à l'information et la transparence administrative, qui devrait être le meilleur moyen de lutter contre les tentatives de dérive et de corruption. La redevabilité, c'est de rendre compte de ce qu'on fait et de comparer l'investissement aux résultats. Il y a aussi un autre grand pays qui est un pays ami, un autre grand pays d'Europe occidentale, a une région totalement autonome qui a construit à grands frais, pour je crois 500 millions d'euros, un aéroport qui est resté 5 ans désert et que les médias ont qualifié de plus grand aéroport piétonnier du monde. Un autre grand pays a vu ses dépenses d'éducation augmenter 5 fois en euros constants du fait des prébendes, des subventions, des largesses et du gaspillage. Par conséquent, ce n'est pas une mince affaire. La décentralisation n'est pas une récréation, c'est au contraire une augmentation de la responsabilité et une attention plus grande portée à l'usage qu'on fait des finances et la reddition permanente de comptes, soit dans des assemblées citoyennes, soit à l'occasion de la réunion légale des conseils municipaux ou régionaux. Il y a aussi le deuxième niveau de loyauté, si je puis m'exprimer ainsi,
c'est celui des autorités entre elles, et il est souhaitable d'éviter que les autorités élues et les autorités désignées, les autorités élues donc bénéficiant d'une incontestable légitimité politique et les autorités désignées bénéficiant d'une incontestable légitimité technique aussi, se dressent les unes contre les autres. Je veux parler du futur tout-puissant président de région et du gouverneur. Il faut regretter profondément que la Constitution de 2014 n'ait pas réussi à surmonter son aversion du gouverneur et qu'elle l'ait ostracisé en refusant de le mentionner dans son texte. La Constitution marocaine de juillet 2011, adoptée pourtant dans un contexte régional similaire, réserve dans son article 45 une place importante au rôle du gouverneur et du wali et aux relations qu'ils doivent entretenir avec les collectivités locales dans le cadre de leur assistance, avec tout le poids de l'administration, à l'action des collectivités locales. En Algérie, le wali est l'autorité exécutive des délibérations de l'Assemblée populaire de Wilaya, l'APOI. En Roumanie aussi, dans d'autres pays qui sont voisins de nous par la culture ou par la géographie. L'incompréhensible hostilité des constituants de 2014 à l'égard du gouverneur risque d'aboutir, et nous sommes au cœur de la décentralisation, risque d'aboutir à une dommageable guerre de position entre les autorités élues et les autorités désignées. La région risque malheureusement d'en faire les frais, car le gouverneur est le chef hiérarchique des services extérieurs de l'État. Ne sont-ce pas eux, en effet, qui seront appelés à réaliser les programmes et les projets votés par les conseils municipaux et les conseils régionaux? L'attractivité de la région pour l'investissement privé peut en souffrir, et le progrès de la région dépendra indiscutablement de la coopération entre l'autorité élue et l'autorité désignée. Il faut qu'un texte en précise les modalités. Je vous remercie de votre attention.